Vous pouvez répéter la question? Ouais. Pikachu, C'est bon? Allez, bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission, la Tech Room, l'émission qui décrypte la technologie pour l'UPE 13 avec le soutien de la région. Aujourd'hui, on va parler de ce grand problème pour les entreprises qui est le recrutement des profils dans la tech. Je vous en dirai un petit mot tout à l'heure. Et pour démarrer, je vous propose d'accueillir nos participants. Thomas Kerjean. Bonjour Thomas. Stéphanie Ragu. Salut Thomas. Diane Renaud. Bonjour Thomas. Et notre guest, Samuel Masson. Bonjour Thomas, bonjour tout le monde. Bon, tout le monde est en forme. Chacun cherche son tech, c'est le titre de cette émission. Moi, ça fait 30 ans que je travaille dans la tech et on a toujours galéré pour recruter des talents. L'an dernier, la dernière étude de l'APEC prévoyait des volumes d'embauche records dans l'informatique. Plus de 60 000 recrutements. 67% des entreprises peinent à recruter des talents de la tech. C'est en particulièrement vrai en PACA, où il y a une tension entre le nombre d'élèves finalement qui sortent des formations tech et les demandes de l'emploi. On a 2 fois plus de tension sur ce marché en PACA qu'en Île-de-France, par exemple. Donc les besoins sont de tout genre. Et on va démarrer cette émission avec Thomas Kerjean pour nous décrypter un petit peu finalement aujourd'hui de quoi on parle quand on parle de cette tension sur le marché de la tech. Quels sont les profils qui sont particulièrement difficiles à recruter aujourd'hui quand on est une entreprise, une PME de l'UPE 13 par exemple? Alors la tech, c'est le nouveau mot avec le numérique ou le digital pour l'informatique en définitive. Je travaille également dans l'informatique depuis un grand nombre d'années. Donc tout simplement, si j'ai à le contextualiser pour les gens qui nous écoutent, de l'UPE 13, les 30 000 adhérents qui sont des TPE, des PME, on va d'abord parler de l'informaticien que vous cherchez. Quand en moyenne vous atteignez un nombre d'employés qui gravite autour de 50 employés, vous avez besoin d'un informaticien pour gérer vos applications, gérer vos infrastructures, votre sécurité. Donc votre directeur informatique, responsable informatique, c'est la toute première compétence que vous allez chercher. La personne qui va mettre en place votre SaaS, votre CRM, votre ERP et d'autres applications nécessaires au bon fonctionnement de votre business. Cette personne n'est pas simple à trouver. Elle va être qualifiée généralement d'un diplôme d'ingénierie de type ingénieur réseau, ingénieur système, potentiellement développeur. Ça va être le tout premier profil. Si je crois en tant qu'entreprise, si je suis une entreprise un petit peu plus grande au sein de l'UPE, je vais potentiellement avoir besoin, dans la grande majorité des cas, pour les sociétés de BTP, pour les sociétés de services, potentiellement de développeurs ou de gens qui savent gérer des développeurs, des chefs de projet de développeurs. Donc un développeur, c'est tout simplement un codeur, un programmateur, quelqu'un qui va développer dans des langages informatiques type Java, pour les plus connus, ou C. On va parler de développeurs back-end, front-end, c'est-à-dire développeurs base de données, intégration avec le back-office, qui vont gérer donc finalement potentiellement par exemple votre site de e-commerce, ou bien qui va assurer la bonne maintenance et le bon développement des fonctionnalités dont vous avez besoin pour votre CRM, votre outil CRM. Et Thomas, une petite question, on parle souvent de développeur full stack, finalement ça veut dire quoi? Le développeur full stack, c'est le développeur qui a la double compétence, qui est effectivement très recherché, puisqu'il a la compétence complète. Full stack, ça veut dire la plateforme complète, back-end, c'est-à-dire de la base de données de l'infrastructure, jusqu'au front, c'est-à-dire jusqu'à ce que voit l'utilisateur. Pour donner un exemple concret, encore une fois, l'utilisateur qui voit l'application iOS, Android ou le site web ou l'application CRM par exemple. Voilà, le développeur full stack. Si j'avance un petit peu plus en avant, vous avez l'administrateur réseau, l'administrateur système. Vous avez une téléphonie d'entreprise, vous avez une informatique d'entreprise, vous devez la sécuriser. Généralement, la fonction va être la même. L'administrateur va être un petit peu la personne en charge de faire en sorte que tout tourne dans votre entreprise. La production, c'est sa production. Soyez toujours très sympathique avec cette personne-là qui a un métier très dur et qu'on ne voit que quand tout pète finalement, quand il y a un bug, on se tourne vers lui. Dans 99% des cas, c'est un lui. En France, c'est 1% de elle pour cette population-là. Et donc, c'est cette personne qui fait tourner votre informatique. N'oubliez jamais de la remercier pour faire en sorte que tout tourne chez vous, de vos mails jusqu'à votre téléphonie, en passant par tous vos réseaux internes. Ensuite, si j'avance un petit peu plus encore dans les besoins potentiels, cette personne peut être l'admin réseau, l'admin système, peut devenir ce qui s'appelle un DevOps.
En définitive, un DevOps, c'est ni plus ni moins qu'un administrateur de réseau qui sait gérer du cloud. Parce que aujourd'hui, vous avez vos systèmes internes, mais potentiellement des systèmes externes que vous allez louer en abonnement, donc en SaaS, pour dire ce gros mot-là, par exemple. Et c'est cette personne qui va s'assurer que les systèmes fonctionnent bien entre eux. Encore, peut-être juste pour illustrer un petit peu ça, parce que donc toi, tu es le patron de Men in Black, une belle entreprise de technologie qui recrute beaucoup de l'ensemble de ses profils finalement. C'est quoi ceux sur lesquels tu as plus de difficultés à recruter aujourd'hui? Alors, je n'en ai pas. Je n'en ai pas depuis. Donc, ça sert à rien qu'on fasse cette émission en fait. Ça sert pas à rien. Je pense qu'au contraire, on a de très bonnes choses à mettre en avant. Bonne journée à tous. On a de plusieurs points. Donc, effectivement, nous recrutons aussi des data scientists, des data engineers, des data analystes et des data scientists, qui sont des profils qui vont travailler sur. Ça, c'est notre corps métier, nous concernant. On a effectivement pas des difficultés, mais on est très pointu sur nos exigences en termes de recrutement ici. Donc on va les recruter aujourd'hui, c'est peut-être l'un des problèmes que tu vas parcourir Thomas. On les recrute au Maroc, en Algérie, en Allemagne, en Espagne et en Angleterre, rarement à Marseille. Et rarement en France tout court d'ailleurs. Voilà, on a eu un phénomène post-Covid qui finalement rend la région attractive et qui nous pousse à devoir recruter ce type de profil en dehors de nos frontières. Dernier profil, les profils cybersécurité. Je ne pouvais pas, Thomas. Bien sûr. Tu m'as suggéré la question du bout des lèvres. Cybersécurité, donc les responsables sécurité interne, les RSSI, les CISO, rien à voir avec les CISO, 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 ça veut dire quoi? Chief Information Security Officer, donc RSSI, responsable sécurité des systèmes d'information. Donc ce sont les personnes qui garantissent que dans un contexte où vous, PME, êtes à présent attaqué autant que les comptes du CAC 40 ou les ministères, votre entreprise ne se retrouve pas à devoir payer 5 millions en Bitcoin et déposer le bilan. D'accord. Merci, on en sait un peu plus sur tous ces profils. C'est vrai que moi, en discutant avec beaucoup d'entreprises du territoire depuis 2 ou 3 ans, j'ai l'impression que tout le monde, quand même, a des difficultés de recrutement sur ce type de profil. Je me tourne vers toi, Samuel, qui est donc le patron du cabinet de recrutement Omniciel. Tu es aussi bien placé pour nous donner un petit peu un panorama. Tu discutes et tu travailles avec beaucoup d'entreprises sur du recrutement de profils informatiques. C'est quoi un petit peu ton analyse de ce marché aujourd'hui, des tendances, des difficultés, des challenges qu'il y a? Alors, il y a toujours eu des tensions sur ce métier. C'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Et on est habitué à ces difficultés et du coup à sourcer et trouver effectivement des collaborateurs ou des collaboratrices idoines par rapport à des projets, sur des projets qui changent très rapidement également, puisque ce monde a été transformé. On peut dire tout simplement le travail hybride aujourd'hui, c'est aussi des emplois pour amener des postes de travail, la workstation, effectivement adaptée pour les collaborateurs. Donc on veut dire que ce marché il a toujours été en tension, avec peut-être une accélération à un moment donné, un effet de rattrapage, puisqu'il y a une année très stable en termes de recrutement. Et on a toujours créé, de toute façon en PACA, puisqu'on fait un focus effectivement sur le sud-est, la région sud, pardon, on fait un focus et on a toujours créé 1500 emplois nets par an. Ça s'est plutôt accéléré depuis 2017. On était plutôt sur 1700, 1900 et évidemment une année un peu spécifique qu'on a tous connue. Et aujourd'hui, on est et en phénomène de rattrapage et en phénomène de consolidation. Il faut voir que ce marché, il est amené par le fait que les entreprises et la transition digitale, elle s'accélère. Elle est en phase 2, elle est en phase 1 pour certains. Pour des PME, éventuellement, certaines n'ont toujours pas de site internet. On en est quand même là. Il faut voir que les réalités sont effectivement très différentes. Évidemment, pour les candidats effectivement les plus experts, on va les chercher en dehors du territoire pour les amener ici, quand il s'agit de, par exemple, compétences Big Data, où on n'avait pas encore de master en cyber. Aujourd'hui, on a 6 masters sur le territoire, mais il a fallu former ces gens, où c'est des métiers, effectivement, qui ont été transformés, venant d'autres métiers, par exemple les infras, qui avaient déjà cette composante, effectivement, sécurité. Mais aujourd'hui, il y a certains métiers qui se consolident, qui se professionnalisent, parce qu'on a besoin, effectivement, de cette démarche. Finalement, pour nous qui sommes chasseurs de tête sur ces métiers, je ne vais pas dire que c'est plus difficile. C'est peut-être plus difficile, mais c'est difficile dans tous les métiers.
tout simplement parce que les paradigmes aussi de choix des candidats ont changé, le paradigme de la relation au travail a changé, et il faut accompagner tout ceci. Pour les DRH, quels que soient les métiers, c'est difficile. J'avais eu le bonheur d'ailleurs d'animer un hub La Provence sur ce sujet, avec des DRH de tout secteur, et on a fait une boîte à idées pour trouver des solutions à travers effectivement les difficultés qu'on pouvait rencontrer. Et Nous, c'est notre métier, donc quelque part, on sait mettre en place effectivement des choses et innover, anticiper effectivement les attentes des collaborateurs, les attentes aussi des clients, puisqu'il s'agit de les accompagner effectivement sur ces sujets qui sont systèmes d'information et digitaux, les deux finalement. Et il faut prendre en considération aussi dans des organigrammes parfois séparés, un service marketing digital, un service SI, qu'est-ce qu'on opère comme choix et comment effectivement on accompagne tout ça. On ne forme pas assez d'ingénieurs effectivement en France, c'est un constat qui dure depuis 10 ans, on milite. On accompagne effectivement des classes d'âge avec des jeunes filles qui arrivent, des jeunes femmes qui arrivent sur ces secteurs, puisque c'est un secteur où il y a simplement 28% de femmes. Tu me corrigeras, Stéphanie, si le chiffre n'est pas exact. Et effectivement, on travaille tous ensemble. Cette émission existe et je vous en remercie pour effectivement amener des gens à travailler sur ce secteur, puisqu'il crée des emplois consolidés, avec des salaires d'ailleurs supérieurs aux autres postes de cadre. On a 89% de cadres sur ces fonctions. Samuel, une petite question sur ce marché qui a donc la particularité d'être un marché en tension, tu le rappelais depuis tout temps. Que disent les entreprises? Ont des difficultés pour recruter. On va parler tout à l'heure des solutions avec Stéphanie. Que disent les candidats? Quelle est aujourd'hui leur position? Quelles sont un peu les tendances vues du candidat? Alors, vu du candidat, c'est pareil pour tous les cadres aujourd'hui. L'équilibre vie pro, vie perso est complètement essentiel. C'est une donnée. La localisation du job, en incluant le travail hybride, bien évidemment, est toujours effectivement dans le top, en tout cas, des prises de décision des candidats. La recherche de sens, on en parle depuis un certain temps, la quête de sens, mais ça peut être effectivement les missions qui sont confiées. C'est pas simplement des choses complètement ésotériques. Est-ce que mon entreprise effectivement affiche et a une réalité effectivement à travers des piliers tels que la RSE? Qu'est-ce que fait effectivement mon entreprise? Les missions, c'est quelle est ma place dans l'entreprise, comment je vais contribuer moi en tant que collaborateur, comment ça va faire sens pour moi d'aller effectivement donner une partie effectivement de ma vie à cette entreprise, à ce projet, qu'il soit institutionnel, il peut être associatif, il peut être dans une start-up, il peut être chez un éditeur de logiciels, et les candidats savent qu'ils sont en position de choix. Ils savent qu'ils sont en position de choix, mais ils ne considèrent pas, cela dit, qu'ils sont en position de force dans la négociation. Quelque chose d'intéressant pour les employeurs. Peut-être, d'ailleurs, les employeurs ont des complexes aussi quand on parle de marque employeur, etc. Moi, je constate que beaucoup de mes clients, ils savent pas tout à fait effectivement ce qu'ils ont et ils sont pas conscients effectivement de leurs atouts, tout simplement. Quels sont mes atouts pour attirer mes collaborateurs et qu'est-ce qui fera sens pour quel collaborateur? Donc, il faut aller interroger du côté des collaborateurs aussi le projet professionnel, le job idéal, dans quel contexte j'ai envie de travailler, qu'est-ce que j'ai envie de développer. Oui, on peut donner un conseil. On est dans des entreprises qui sont apprenantes aujourd'hui et le collaborateur aussi doit se déplacer, être plus souple et effectivement envisager qu'il aura différentes façons effectivement de s'adapter par rapport aux différentes crises. On va citer simplement peut-être celle qui est concrète aujourd'hui, telle que la crise effectivement plus écologique et énergétique effectivement aujourd'hui. Mais il y a d'autres tensions et on remarque que d'ailleurs c'est une habilité qu'on va aller chercher pour les postes de direction, comment on accompagne la gestion de crise et la gestion de changement finalement. Juste pour donner un angle de vue sur les 3 points que tu mets en avant sur les critères de recrutement, celui sur l'impact souhaité, le sens, je l'observe pour ma part dans toutes les fonctions, marketing, sales, mais pas tech. peu dans la fonction de développement. C'est-à-dire oui, la localisation, la complexité technique du projet est un vrai sujet qui les intéresse. Le package, très clairement, avec un pouvoir de négo. Mais par contre, le sens, c'est moins quelque chose. Et l'environnement de travail, de manière générale, ça semble être moins. Le sens, ça peut être une stack, Thomas, finalement, le sens, ça peut être la stack technique.
Ah d'accord. Elle fait sens, elle fait pas sens, la stack technique. Je travaille sur quelque chose, effectivement, qui est complètement vieillissant, où je travaille, effectivement, on parle beaucoup d'employabilité aussi, j'ai pas donné tous les... Donc l'employabilité, c'est pour la faire le plus simple, c'est qu'est-ce que fait, effectivement, mon entreprise, effectivement, pour m'accompagner dans mon développement. Est-ce que je suis employable très clairement. sur le marché? Sur Et ça, techno, c'est un critère, effectivement, numéro 1. Le salaire, pour relativiser, il est dans le top 4. De toute façon, ne pas afficher le salaire aujourd'hui, c'est une hérésie. Il faut afficher le salaire. On nous demande de la transparence, tous. On demande de la transparence à nos collaborateurs, de l'investissement, du travailler ensemble. Et finalement, le salaire est évidemment quelque chose. Mais il y a un prix marché aujourd'hui. Il y a un prix marché qui est fixé par le marché. C'est des transactions, alors ça peut paraître très bizarre. Oui, quand je vois un candidat, je connais systématiquement son salaire. Il n'a pas besoin de me le donner. C'est un contexte, c'est effectivement quelque part une expertise à un moment donné. On va payer ce qu'il a déjà fait et ce qu'il va être en capacité de faire. Mais je suis d'accord, la stack technique pour les devs, c'est essentiel. On reviendra, Samuel, si tu veux, sur tes retours d'expérience. Je me tourne vers Stéphanie pour nous parler un peu de solutions, ou en tout cas de qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut faire quand on est un chef d'entreprise, que ce soit pour recruter un profil senior type directeur des systèmes d'information ou développeur senior, ou des profils juniors. Aujourd'hui, finalement, c'est quoi les solutions qui s'offrent aux chefs d'entreprise? Post-Covid, aujourd'hui, nos méthodes de recrutement ont été complètement bouleversées. Je dirais qu'attendre que les candidats viennent à nous, ça ne suffit plus. Un bon salaire, un CDI ne suffisent plus à attirer les candidats aujourd'hui. Enfin, en tout cas, dans ma partie, dans le secteur du numérique, c'est ce que je ressens. Aujourd'hui, ils recherchent surtout un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le recruteur séduit le candidat et non l'inverse. Donc même moi, dans ma position de chef d'entreprise, ça m'arrive de recevoir des candidats qui attendent, après être passés auprès de sourceurs, recruteurs, bis-développeurs chez moi en interne, de recevoir des candidats qui veulent en savoir plus sur l'ADN, la marque employeur de l'entreprise. Les candidats ont besoin d'avoir, effectivement, comme le disait Samuel, du sens dans leur mission. Ce qui les intéresse, c'est l'identité de l'entreprise, le domaine de l'entreprise, le télétravail, bien sûr, qui compte énormément aujourd'hui, minimum 3 jours. On parle. Et pour attirer et garder nos talents, nous devons investir dans une communication adaptée, en quête de sens dans le travail. On en parlait tout à l'heure. Concernant la politique RSE, il y a de la communication à faire autour de ce sens et autour de l'implication du salarié dans les actions sociétales de l'entreprise. On parle plus que numérique en interne pour un chef d'entreprise. On va parler numérique, environnemental et sociétal. Et ça, ce sont des projets qui attirent nos collaborateurs. Alors, il suffit simplement de constituer des groupes à l'intérieur de l'entreprise et de partager, de phosphorer sur des thématiques qui les font vibrer, auxquelles l'entreprise pourrait facilement adhérer. En termes de solutions, dans la région, on a quand même des entreprises innovantes. Alors moi, dans mon secteur d'activité, on a une petite... Donc toi, tu diriges une ESN. Alors moi, je dirige une ESN, ouais, exactement, une PME. Aujourd'hui, quand on parle de sens, dans mon secteur d'activité, il y a une ESN qui, pour moi, se démarque. Moi-même, je réfléchis à ce sujet, qui s'appelle Les filles et les garçons de la tech, et qui bouscule les codes du recrutement dans la tech à aujourd'hui. Pourquoi? C'est une entreprise qui est basée à Aix, que nous appelons aujourd'hui entreprise à mission solidaire. D'accord? Donc, ce sont des statuts spécifiques pour les entreprises, mais qui ont des engagements solidaires au niveau de leurs salariés. Exemple, ce sont des entreprises qui constituent une semaine de travail sur 4 jours, la 5e journée étant réservée soit à l'associatif, soit au temps de repos ou à la formation. Donc ça, pour moi, c'est hyper innovant parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on en dise, nos collaborateurs recherchent du temps pour passer avec leur famille, du temps pour faire du sport, du temps pour voyager, du temps pour faire autre chose. Donc on est vraiment, pour moi, dans un système innovant. Alors après, effectivement, c'est assez compliqué de mettre en place juridiquement parlant, au niveau des statuts, au niveau des CSE s'il y en a dans l'entreprise, et puis évidemment, faire comprendre à nos clients que nos collaborateurs seront 4 jours chez eux et non plus 5 jours. En même temps, j'ai envie de dire, vu la pénurie dans le secteur numérique que nous rencontrons, est-ce qu'il vaut mieux qu'un client ait quelqu'un de 4 jours, mais qui soit là présent, ou qui perde 6 mois dans son recrutement à venir? Donc moi, je trouve ça hyper innovant, en tout cas sur cette société, qu'on appelle aujourd'hui entreprise solidaire, entreprise à mission. Ensuite, j'ai découvert
Pour les entreprises également. Donc là, on est vraiment dans le bien-être. On est vraiment tourné chez les collaborateurs. C'est la priorité à partir de 2023. Je vous rappelle qu'il y a 100 000 postes qui vont arriver d'ici quelques années et qu'à aujourd'hui, le secteur du numérique, il y a 8 000 métiers qui vont apparaître d'ici 5 ans. Une e-plateforme qui s'appelle Lily Facilite la vie, que j'aime beaucoup, qui est à destination des entreprises, des DRH, des DAF également. Et cette association, en fait, met en place une plateforme pour les collaborateurs. Donc, elle est subventionnée, on va dire, uniquement par les employeurs. L'avantage pour les collaborateurs, c'est de pouvoir poser toujours dans ce bien-être, nous sommes en quête de sens, de poser toutes les questions de la vie quotidienne sur leurs problématiques, en toute confidentialité bien sûr, et sur cette plateforme derrière à disposition, il y a des experts qui vont pouvoir répondre à leurs questions, leurs besoins sur un déménagement, sur un accident, sur leur famille, leurs enfants également. Et je trouve qu'à aujourd'hui, ce sont des outils simples, efficaces, qui prennent pas beaucoup de temps, en tout cas pour l'employeur, mais où il y a un retour sur investissement sur les collaborateurs, en quête de sens encore une fois, et de fidélisation, parce que là on parle de fidéliser un collaborateur, mais surtout on parle de diminuer notre turnover aujourd'hui, qui est fortement présent. Nos collaborateurs sont chassés de partout, et c'est très important de pouvoir mettre à disposition des outils comme ça. Donc là, tu parlais finalement de l'attractivité, comment on fait pour renforcer l'attractivité de l'entreprise, autour du sens, des missions, d'un certain nombre de dispositifs qu'on peut mettre à disposition des collaborateurs qu'on va recruter. Samuel, sur une dimension peut-être un peu plus finalement technique, entre guillemets, c'est quoi aujourd'hui quand je suis un chef d'entreprise, je peux me tourner vers toi sur un certain nombre de profils, peut-être nous dire, toi, quels sont les profils que tu recrutes et quelles sont les autres solutions à disposition du chef d'entreprise? Alors, on recrute effectivement de plus en plus de DSI, de CTO, CDO en France entière. On ne travaille pas que ici et ça occupe quand même à peu près 30% de mon activité, puisque je m'occupe effectivement de A à Z de ces recrutements de direction. Au-delà d'un recrutement de direction, il y a évidemment tout un accompagnement du CODIR. Il s'agit d'avoir un double cerveau, de travailler un axe RH, plus DRH, se poser effectivement un certain nombre de questions, et puis un axe très tech, DSI, comment on va accompagner, comment on va apporter effectivement une vision à un CODIR en fonction de leur business model. Donc en gros, on sort de la région quand il s'agit de salaires au-dessus de 75. Ici, j'ai recruté des jeunes diplômés avec beaucoup de bonheur. Ça me permet aussi, avec mon équipe, d'être connecté aux plus jeunes, au changement de métier et de paradigme. Les formations sont plus les mêmes, et bien heureusement, autrement on n'y arriverait pas. Donc de voir effectivement les choses évoluer, et puis d'accompagner des startups sur des points très précis pour eux, qui sont ultra engageants, parce qu'ils vont faire du 30% de croissance, du x2, et que le métier, de toute façon, du collaborateur va changer effectivement au fur et à mesure. Pour répondre un peu plus précisément à ta question, merci. C'est sympa, tu peux la reformuler. C'est quoi les solutions aujourd'hui à disposition? Donc il y a Samuel Masson. Il y a Samuel Masson. Et puis finalement, il fait quoi le chef d'entreprise en fonction le chef d'entreprise qui veut recruter les juniors? Comment il fait? Comme pour les profils intermédiaires? Alors il peut travailler avec l'associatif, c'est-à-dire que par exemple vous avez fait un super livre blanc sur effectivement les emplois dans la French Tech. Voilà, vous pouvez, il y a des initiatives emploi par Medinsoft également, aller effectivement sur des salons d'emploi. Vous pouvez travailler avec les partenaires de l'emploi. Ils sont, je les recommande même aux candidats très souvent pour reformuler un CV, et par idem effectivement pour accompagner effectivement une entreprise. Moi-même, je fais parfois du conseil. Une start-up n'a pas forcément les moyens de se payer un recrutement. Très bien, on va les remettre le pied à l'étrier. Nous, c'est un process effectivement très précis qu'on met en place. Donc effectivement, on peut accompagner sur une partie pour que et puis je vais les retrouver quand ils seront 10, tout simplement. Le 10e, c'est moi qui vais le recruter. Et c'est pareil dans mon métier. Quand je recrute pour une entreprise qui est en forte croissance, le 50e collaborateur, ce sera un RH qui va recruter, qui va se substituer à moi, à nous, sur une partie. Puis on va les réembarquer sur, du coup, plus des postes structurants pour l'entreprise, pour les gens cœur de métier du numérique, pour, par exemple, la partie commerciale pour les éditeurs, pour effectivement des postes d'architecte, des postes de direction, ou des nouvelles compétences qu'on a du mal à appréhender en tant qu'entrepreneur, qui vont être effectivement le traitement de la data, le cloud, la sécurité, parce que c'est pas forcément des compétences effectivement
trop facile à trouver. Donc on peut ajuster, il s'agit d'ajuster, de voir qu'on peut travailler effectivement ensemble. Il y a un certain nombre d'acteurs autour de nous. Je vis la même chose en tant qu'entrepreneur. Je suis à l'UPE aujourd'hui et je vis avec mon écosystème. On n'a pas aujourd'hui dans l'entreprise que les forces internes. Il faut prendre en considération aussi, et d'ailleurs c'est d'autant plus vrai en système d'information digitale, 50% de l'emploi est chez les prestataires, les éditeurs de logiciels, les ESN, donc des indépendants éventuellement autour de tout ça. Et il s'agit effectivement quelque part de faire la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il y a des personnes qui accompagnent très bien en RH sur ça. Moi-même sur une problématique effectivement quelle qu'elle soit, je vais dire ok, là il faut un cabinet de conseil pour faire effectivement un point de l'architecture de vos stacks techniques. C'est pas moi qui vais la faire. Et finalement c'est du travail ensemble tout ça. Il y a une dimension qu'on n'a pas abordée jusqu'à présent, c'est finalement la dimension d'ouvrir un petit peu les Shakira, de cette Les chakras, Thomas. pardon, Avec un C. de ce marché. C'est un marché sur lequel on manque de compétences, donc il faut aller les chercher ailleurs. Thomas, tu peux aller les chercher. Excuse-moi. Je suis désolé. Tu peux aller les chercher. On chantera tout à l'heure. Tu peux aller les chercher à l'étranger. On peut aussi, il y a toute une démarche qui est une démarche plutôt d'ouverture vers des profils un peu différents, de diversité, essayer de faire venir plus de femmes dans la tech, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est 20%, donc c'est très faible. Et ça a augmenté, on doit être à 24-26. 24-26. On fait des progrès. Non, mais c'est bien, il y a plein d'initiatives, effectivement. On fait pas assez de progrès. On en fait là-dessus. Moi, je voulais juste avoir votre point de vue de spécialiste, parce que finalement, vous êtes des chefs d'entreprise aussi. Moi, j'ai... bon, vous le savez, et je fais mon coup de pub. Nous, à la plateforme, on va chercher des profils qui sont en général pas forcément des profils qui accèdent à ce marché de la tech pour créer de nouvelles compétences, parce que le marché en a besoin. On travaille beaucoup sous forme d'alternance avec les entreprises, parce que c'est évidemment une bonne façon de mettre le pied à l'étrier aux élèves, de les former pour l'entreprise, de tester. Et moi, je dis souvent aux DRH que je rencontre, vous pouvez essayer de trouver un développeur senior qui a 5 ans d'expérience, parce que c'est ce que vous recherchez, mais vous allez galérer pour le trouver, 2, il va vous coûter très cher parce qu'il y a une énorme compétition, 3, ça va être compliqué de le fidéliser. Alors, il y a des techniques, il y a effectivement la culture d'entreprise qui peut permettre tout ça, mais du coup, en regard de cet objectif un petit peu idéal, moi je dis souvent au DRH, mais ok, il faut prendre des seniors comme ça, mais travailler sur le moyen terme, faire de la planification en embauchant des juniors, notamment par alternance, parce que c'est ça qui va être le vivier de vos futurs projets. Comment toi tu vois ça, et tu côtoies beaucoup de DRH, quel est leur... Ce qu'il faut voir, c'est une question de maturité, tout simplement, du système d'information, de ces enjeux-là. Et le codir, quel qu'il soit, c'est-à-dire que des fois, c'est des intérêts qui sont chez le DAF dans un premier temps, par exemple. Il faut qu'il se fasse accompagner, effectivement, pour comprendre ça. Prendre un profil, moi, il m'arrive de dire non, prendre tel profil, effectivement, senior, aujourd'hui, vous en avez pas besoin. C'est pas utile de l'intégrer. On le comprend, par exemple, pour construire un bâtiment, on n'intègre pas un architecte. Si, en tant qu'entreprise, on construit un nouveau bâtiment, on externalise effectivement cette compétence. Donc, effectivement, le fait de sourcer en amont, quelque part, de participer, en plus, c'est super RSE. Voilà, vous faites vous-même, effectivement, une action de formation, d'inclusion, effectivement, dans votre entreprise. Donc, c'est gagnant-gagnant, ce type de choses. Et il y a des fois, c'est la bonne solution. Thomas, ouais, moi juste pour ajouter effectivement sur l'apprentissage et les apprenants qui sont quand même nos salariés de demain, les accompagner en formation, ça demande du temps aussi pour le chef d'entreprise, mais aujourd'hui c'est prioritaire. Et ici à Marseille et à Aix-en-Provence, on a la chance d'avoir des écoles, effectivement comme la plateforme, le wagon, etc., qui peuvent nous aider à former nos futurs collaborateurs. Donc nous aussi, on doit se sensibiliser et être sensibilisés par ces apprenants qui seront nos salariés de demain. En revanche, comme autre solution aussi, alors oui, l'alternance est prioritaire, sachant que les aides de l'État ont été reconduites pour cette année, mais il y a aussi les salons. Ne l'oublions pas. Aujourd'hui, les entrepreneurs vont de moins en moins dans les salons parce que voilà, il y en a pléthore sur la région. C'est compliqué, encore une fois, de dégager du temps pour y aller, mais c'est prioritaire. Marseille, on est très attractif en termes de forum de l'emploi. Juste 2 dates rapidement, Thomas. Nous avons donc tous les ans ce joli forum qui s'appelle Girls Tech Day, qui a lieu chez toi à la plateforme tous les ans au mois de mars. C'est un forum gratuit aussi pour sensibiliser les jeunes femmes au métier du numérique, très bien important. sûr.
Tout à fait. Très important. Le 29 avril aussi également, je tenais à le dire, il y a le village de l'emploi au Palais des Sports avec le mondial du breaking, puisque maintenant vous savez que c'est une discipline qui sera aux Jeux Olympiques. Et il y a un forum emploi dès 14h également au Palais des Sports, donc aussi pour attirer des talents. Donc ça nous permet d'être dans un contexte complètement différent du nôtre et en même temps de recruter des candidats. Ça aussi, c'est innovant pour nous. Et il faut y aller, il faut qu'on soit présent. Diane, je me tourne vers toi maintenant pour essayer de se projeter un petit peu dans l'avenir. Finalement, cette tension sur le marché, on dit qu'on a plein de métiers nouveaux qui vont apparaître. Comment, pour parler un petit peu du futur dans ta séquence sur la prospective de notre problématique, qu'est-ce que ça t'inspire? Ça va très vite et finalement le futur c'est pratiquement demain. Puisqu'on parlait de métiers, on dit qu'en 2030, entre 50 et 85% des métiers n'existent pas encore. Donc on est vraiment dans une course au métier, à la formation. On voit surtout que sur le territoire, ça se structure, ça se professionnalise. Beaucoup de formations sont ici maintenant pour créer donc des nouveaux talents, pour garder justement, il y a un vrai enjeu de garder ces talents sur ce territoire. Mais on voit aussi que le territoire Aix-Marseille est hyper attractif. Ça s'est aussi accéléré avec le post-Covid. Parce qu'il y a une étude LinkedIn qui a prouvé qu'en 2021, Marseille était dans le top 3 des villes attractives. Donc, c'est-à-dire que d'un coup, on a attiré de nouveaux profils qui sont peut-être en full remote actuellement, mais potentiellement, c'est des gens que les entreprises vont pouvoir... Des talents sur le territoire. Quoi. Exactement, qui vont pouvoir récupérer dans quelques années. Donc, c'est pour ça que toute la marque employeur est hyper importante aussi pour justement faire la différence et attirer ces profils peut-être un peu plus aussi seniors. Donc, il y a une complémentarité qui se fait entre nouveaux profils seniors qui arrivent et les jeunes qui sortent des formations du territoire. Et il y a aussi effectivement parlé des initiatives locales qui sont hyper importantes. Il y a le comptoir du digital aussi, qui est un nouveau collectif d'entreprises du digital qui sont au service des grands groupes. Et pareil aussi, alors eux, ils ont un angle un peu différent, c'est que ils aident des entreprises à utiliser la tech justement pour attirer aussi de nouveaux talents. Toujours dans cette idée d'être attractif pour les talents. Et si on se projette un petit peu encore, et là c'est un peu le contre-pied de ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, il y a la tendance no-code. Là, pour le coup, là, on revoit tout, tout à l'envers. Qu'est-ce que c'est que le no-code? Le no-code, c'est rendre justement accessibles les outils numériques à un peu tout le monde. Donc, on parle de nouveaux métiers. Thomas, tu nous as présenté plein de nouveaux métiers. Il y a encore de nouveaux métiers qui vont être, qui apparaissent avec cette nouvelle tendance, le no-code. Par exemple, si tu dis le citizen developer, lui, pour le coup, peut gérer en interne des outils numériques sans savoir coder. Okay. Donc, il y a encore une nouvelle tendance et qui permet du coup de pallier aussi à ces besoins en recrutement. Et si on se disait qu'effectivement, compte tenu des facteurs d'attractivité, on a vu que la qualité de vie, c'était très important, que le projet, que la technicité des projets qui vont être réalisés pour ces profils tech dans les entreprises, finalement, à Marseille, on a la qualité de vie, on a un tissu économique hyper varié, composé plutôt de petites entreprises, qui ont toutes besoin de se digitaliser, avec peut-être un retard, on en parlait tout à l'heure par rapport à d'autres régions. Donc, est-ce que les conditions sont réunies pour qu'on devienne une vraie région très forte sur la tech, avec finalement la réduction aujourd'hui de ces tensions? Je ne sais pas ce que tu en penses, toi qui avec ton poste d'observation aussi des startups. Est-ce qu'on peut être une ville leader sur les compétences de la tech? On peut complètement, et Marseille a toute sa place. Alors, je sais pas si ce sera la capitale, mais en tout cas, c'est Marseille bébé, on dirait. Tout à fait. Parce qu'on est des mélomanes dans l'équipe, donc je me permets. Non, en tout cas, il y a des vrais signaux verts, et surtout, pour rappeler, le territoire Aix-Marseille, la métropole, a été élue capitale de l'innovation européenne. Donc, ça veut dire qu'il y a, d'un coup, sur 2023, plein feu sur le territoire. Donc, on est dans le bon sens, et ça forcément, ça aura un impact, et ça va attirer encore plus de profils sur notre territoire. Super. Moi, j'aurais une question pour Thomas Kerjean, puisque Stéphanie, tu parlais tout à l'heure de séduction, que les recruteurs devaient séduire les nouveaux talents. Thomas, tu sais que tu n'avais pas de problème pour attirer les talents. Quel est ton atout séduction, ton secret séduction? Je pense qu'il y a une part de chance. Son pull jaune. Je pense qu'il y a une part de chance. Certains qui est localisés en Provence, comme tu disais, Samuel, pour des Européens qui, quand ils étaient enfants, venaient passer leurs vacances ici et reviennent post-Covid finalement en se disant c'est d'ici que je vais bosser aujourd'hui. Donc ça, c'est un vrai facteur. On voit quand même des vagues migratoires significatives de ce type de profil dans les arrondissements marseillais. Donc ça, c'est un vrai facteur. Après, je pense, alors, je vais dire un
un truc peut-être un peu choquant, mais j'ai zéro croyance dans le fait de vouloir activement faire de la marque employeur. Soit on a un projet, soit on n'en a pas. Soit on respecte quelques normes de base fondamentales, comme le fait de dire il n'y aura pas de harcèlement dans ma boîte, zéro harcèlement. Le premier qui le commet prend la porte. Je veux assurer un sentiment de sécurité absolu pour toutes les femmes, tous les étrangers au sein de ma boîte. Voilà. Et le respecter très rigoureusement. Dire ensuite, voilà, je suis pas en train de vous vendre une bible de valeurs. Voilà, ça a déjà été fait. On est là pour faire un projet ensemble. On sert à quoi fondamentalement et savoir l'articuler très clairement. Dire voilà, nous, on sert à protéger 18 000 organisations. En 2022, on a stoppé 102 millions de cyberattaques auprès des hôpitaux français, les collectivités. Ça suffit. C'est pas la peine d'écrire de faire tout un storytelling autour. C'est à ça qu'on sert. Donc, je pense qu'il y a une dimension où l'activité, il y a une forme de darwinisme, Diane, pendant le Covid, qui finalement à éliminer des activités qui servaient à rien, qui maintenant se débattent pour essayer d'avoir une marque employeur. Non, la marque employeur, c'est une conséquence. Aujourd'hui, c'est le projet et les conditions de travail du projet. Donc, je pense qu'il ne faut pas faire d'over-engineering. Il faut se dire dans quel environnement est-ce que je veux travailler, est-ce que je veux que tout le monde travaille, qu'est-ce qu'on fait ensemble. C'est tout. Il faut revenir à des choses hyper radicalement plus simples, sans chercher à marketer. Je pars du principe qu'aujourd'hui, si vous cherchez à marketer, c'est que déjà vous êtes dans une forme d'écueil, en fait. Voilà. Le projet, Thomas. Merci. Il faut qu'on conclue maintenant. Je suis emballé, c'est ça. Un chouïa. Stéphanie, un petit mot de conclusion. Oui, rapidement. Une des solutions aussi sur lesquelles on peut se pencher, c'est aussi de croire en cette mixité dans nos recrutements. On peut recruter des moutons à 5 pattes comme nous demandent nos clients, mais n'oublions pas que le fait de faire des recrutements sur profil, des gens complètement atypiques par rapport à nos besoins réels, peuvent faire aussi une vraie richesse dans l'entreprise. Donc soyons ouverts à des gens autres que les profils qu'on pourrait nous demander. Moi, je sais que chez nous, ça nous arrive de recruter des gens parce qu'ils sont hyper pétillants, parce que ils ont des idées à la minute, etc. Et c'est ce qui fait aussi la richesse et le partage de la mixité dans une entreprise. Donc la diversité, c'est à la fois une solution pour le recrutement et pour la richesse derrière dans l'entreprise. Merci, Steph. Diane, Merci, conclusion. Je reste dans la lignée de Stéphanie, c'est que c'est vrai, c'est des vraies opportunités, c'est un nouveau métier, donc osons recruter différemment. Samuel. Oui, le Sud est une région leader. Ouais. On nous le dit souvent. Quand on vient ici, les gens sont ravis. Et on a une des places fortes du numérique, du digital et de l'IT. Et donc, entrepreneurs, profitez-en parce qu'il y a plein de gens pour vous accompagner sur le bassin. Et puis, on est déjà des nomades du numérique nous-mêmes. Il faut prendre en considération effectivement ceci. On travaille finalement connecté avec des gens qui sont sur nos territoires français. On a la possibilité. Nous, on travaille par exemple pour des clients à l'île Maurice. On est tous connectés effectivement aujourd'hui. C'est le cœur du digital qui permet ça. Donc, travailler ensemble. Et je pense qu'on a de quoi faire et que les sujets RH, effectivement, commencent à être traités avec attention. Ne survendons pas les postes, faisons des propositions, effectivement, pour nous faire accompagner sur ces sujets. Travaillons ensemble. Je pense que c'est aussi le mot de la fin sur ce sujet, avec l'ensemble des acteurs, des entreprises qui recrutent, des gens qui font des formations entre l'AMU, la plateforme Simplon, le wagon. Il y a quand même beaucoup d'énergie, je trouve, dans cette région. Donc c'est plutôt de bon augure pour le futur. Merci à tous. Merci Thomas. Et à la prochaine fois pour une nouvelle émission. Au revoir.